merci pour toute l'organisation, c'est un sacré boulot. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors j'essaierai de ne pas trop bouger. Je vais quand même peut-être me dégourdir un peu les pattes par moment. Mais comme c'est une conférence dans laquelle je vais devoir faire des citations, je vais être en partie assis à vous lire une partie du texte puisqu'il y aura des témoignages. Alors tout d'abord, je dédie cette conférence à deux grands amis, malheureusement décédés, feu le professeur Jean-Yves Desjardins, qui avait fondé le département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal, et en son sein il a fondé le sexo-corporel, qui est l'approche que j'utilise pour traiter mes patients et sur laquelle je vais me baser par rapport aux connaissances que nous avons, notamment sur le développement sexuel de l'enfant quand j'en parlerai, brièvement, mais enfin voilà. Et puis, on a mis aussi feu le général de brigade Henri Monod, qui est d'ailleurs le frère de Suzette Sandeau, qui va faire une conférence demain, et qui m'a un petit peu éclairé sur certains sujets, puis surtout on avait collaboré avec lui, on avait monté un projet d'aide à des personnes sujettes à des actes pédosexuels, mais non criminalisés. C'est pour ça que je pense important de citer son nom aujourd'hui par rapport à tous les actes qu'il avait essayé de porter à l'époque. Je vous parle très brièvement, je suis sexologue clinicien, je suis dans ma 30e année de travail en sexologie clinique, je ne fais que ça, je fais plus de psychiatrie générale ou psychothérapie générale. Et donc c'est à ce titre-là que je pense pouvoir vous parler un petit peu de sexualité, et notamment du processus de sexualisation quand on en aura le temps. J'ai été chargé d'enseignement à différents titres. La semaine prochaine, je donne mon dernier cours, malheureusement, mais enfin, ayant l'âge de péremption, je donne mon dernier cours à l'Université catholique de Louvain. C'est une page qui se tourne, et université dans laquelle j'ai d'ailleurs enseigné sur ces sujets de genre, d'homosexualité, de pédophilie et autres. Voilà, puis le reste, oui, j'ai dirigé la consultation de sexologie après le départ de Willy Pasini, le professeur Willy Pasini. Eh bien, j'ai justement cité le professeur Desjardins, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec lui, c'est mieux si je parle dans le micro, et notamment au sujet de l'identité sexuelle, ce qu'on appelait l'identité sexuelle à l'époque. Nous avions un séminaire, nous avons développé, enfin il avait déjà en place un traitement autre que l'hormonochirurgie, et nous avons développé renforcé les connaissances sur ce sujet-là. Donc c'est un domaine que je connais bien, puisque aussi d'ailleurs je l'enseignais à l'Université catholique de Louvain. Puis je vous ai déjà dit par rapport à mes 30 ans en sexologie, et je passe sur le reste. On va aller dans le vif du sujet, mais quelques précautions d'usage. Je vais traiter des thèmes quand même un tout petit peu difficiles. Ça pourrait peut-être vous déranger, vous choquer ou que sais-je. Je vous recommande à ce moment-là d'être attentif à votre respiration. Le stress se marque par un blocage respiratoire ou une diminution de la respiration qui nous rend très vite inconfortables. Et un des trucs pour respirer, c'est de parler. Et dès lors, de se précipiter sur une question ou sur une attaque ou que sais-je. Alors, je vous recommande donc de porter attention à votre respiration, de la laisser se faire, de faire pourquoi pas un soupir si ce que je vous dis vous dérange, mais enfin, d'essayer de me laisser la parole pour que je puisse garder le fil de ma pensée. Je vous en serai très reconnaissant. Alors, je vais essayer d'aller rapidement, prendre 1 heure, pas plus, pas trop plus, pour qu'on ait au moins un quart d'heure de questions à la fin. Maintenant, une chose importante aussi, c'est que je vais vous donner des faits et des témoignages. Et surtout, ces témoignages, c'est pour moi des ouï-dire, c'est-à-dire c'est ce qui m'a été rapporté, c'est ce que j'ai pu voir dans certains reportages ou ce qui m'a été transmis, ce que j'ai pu glaner. Mais évidemment, je n'ai pas été vérifié que les gens qui parlaient n'étaient pas des menteurs. Il se trouve que nous sommes dans une guerre de 4e voire 5e génération. Ça, je le tiens quand même de mon ami le général. Il y a de ça bien des années qu'il m'avait informé sur ce sujet-là, de cette guerre larvée qu'on ne voit pas. Il y a vraiment beaucoup de désinformation. Vous l'avez, j'espère, remarqué ces 3 dernières années, mais ça date pas d'hier, ça date même d'avant.
Et donc, c'est vrai que je pense que les témoignages que je vais vous apporter sont réels. Mais bien sûr, il peut se trouver qu'il y ait du fait que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu vérifier, j'ai pas les possibilités matérielles. Si jamais j'ai d'autres témoignages de première main, dont là je suis aussi très sûr, mais comme j'ai voulu baliser un petit peu les choses dans le monde, voilà. Alors, ce qui fait que je suggère à chacun de se faire une idée personnelle, d'observer, de réfléchir, de se documenter, de ne pas me croire forcément sur parole, même si, ben oui, je vais essayer d'être au plus près et très honnête par rapport à mes connaissances que je vais vous transmettre. Voilà. Et vous verrez qu'il y a une certaine accumulation qui fait que on peut se dire que oui, il y a quelque chose qui est problématique, il n'y a pas de fumée sans feu. Le plan de ma présentation, ça suit. Donc, des faits, des témoignages. Et puis, je vais surtout parler au départ de ce qui se passe sur le plan de l'éducation des jeunes à la sexualité. Et puis, ensuite, aussi donner quelques points sur les connaissances que nous avons du développement sexuel de l'être humain, tel que moi, sexologue, je le connais. Je vais essayer quand même d'être proche d'observations reproductibles. Voilà. Je ne présenterai pas les directives de l'OMS ou celles de santé sexuelle suisse. Je pense que ça, vous y avez accès. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Vous pouvez vous renseigner vous-même à ce sujet. Voilà. Y a-t-il un problème avec l'éducation sexuelle de nos enfants dans les écoles? Je pose la question là et j'y réponds directement oui. Donc très affirmatif, oui, il y a un problème. Et il y en a même plusieurs que je vais essayer de vous illustrer déjà par les témoignages qui suivent. Mais si vous repartez avec en tête et que vous allez vérifier, que vous allez vous intéresser comme grands-parents, parents ou autres, au fait qu'il y a peut-être un problème avec l'éducation sexuelle de nos enfants dans les écoles, et de ça depuis plusieurs années, je pense que vous aurez en tout cas quelque chose d'important en tête. CM2, donc c'est le cycle moyen 2 en France, c'est des élèves de 9-10 ans. Certains apprennent que, et là je vais passer assez rapidement, désolé mais enfin voilà. Pour le plaisir, la fille suce le pénis du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Par quel orifice, de quel orifice il est question. Le zizi gonfle, il va presque exploser, l'homme le met dans un truc en plastique. Belgique, après la première cellule Evras, donc ça c'est leur document de base, et ils appellent ça éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ma fille, 6 ans, a participé sans mon consentement, c'est donc la mère qui parle. L'après-midi même, elle a suivi elle a subi des attouchements dans les toilettes, elle y était seule, les garçons étaient à plusieurs. Banalisation de la part des intervenants alertés. Et ça, ce n'est pas le seul témoignage où finalement on banalise. À ce propos, il y a de ça une quinzaine, 15-20 ans, j'avais un collègue qui travaille toujours, qui était psychologue notamment aux écoles, et qui, lui, essayait d'aider les enseignants qui étaient vraiment sans dessus-dessous, parce qu'un petit garçon et une petite fille avaient été retrouvés dans les toilettes à faire des touches pipi. Lui était venu intervenir comme psychologue, mais en fait, il y avait une crise émotionnelle extrêmement importante dans le corps enseignant qu'on ne retrouve plus actuellement. On banalise. Alors, à la limite, je pense que ces réactions-là sont peut-être disproportionnées, c'est tout à fait clair. Surtout que là, en l'occurrence, c'était la petite fille qui avait initié les jeux quand on avait interrogé les deux enfants. Mais de banaliser quand il se passe quelque chose de l'ordre de, vous voyez, plusieurs garçons avec une fille, je veux dire, qu'on puisse avoir un point de vue, disons, sympathique sur le développement des enfants, mais là, on a clairement une conséquence de ce qui avait été enseigné lors de cette séance en Belgique. Autre fait et témoignage. En sortant d'une séance d'animation, une petite fille de 11 ans demande à sa mère « Maman, toi aussi tu te masturbes ?»
Pardon. Et papa, quand il a une érection, ça va plutôt vers la gauche ou vers la droite? Lors d'une animation sur le cyberharcèlement, on a expliqué à des élèves de 11-12 ans comment prendre et échanger des photos de nude. Ça, c'est aux États-Unis, de nu. Hein. La photo se prend des pieds au cou, sans montrer le visage, pour garder son anonymat, devant un fond blanc pour éviter qu'on reconnaisse les lieux. Voilà ce qui est enseigné. Que pouvons-nous en penser? Que pouvons-nous en penser? Eh bien, sur quelle base consensuelle les États agissent-ils? Puisque j'ai fait exprès, je vous ai montré, j'aurais pu aussi prendre l'Espagne, et puis je viendrai avec la Suisse, par la suite. Mais il y a quelque chose de coordonné dans les différents pays qui se passe au niveau de l'éducation sexuelle des enfants. Ça ne se passait pas comme ça. J'ai des amis qui sont dans l'éducation sexuelle, même une responsable dans un autre canton. Ça ne se passait pas comme ça. Mais maintenant, il y a une évolution. Et sur quelle base, eh bien, est-ce que les États agissent? C'est une base coordonnée qui pourrait vous rappeler certains événements récents, qui vient d'un organisme genevois, enfin basé à Genève, qui s'appelle l'OMS. C'est les directives de l'OMS. Les États d'ailleurs remercient l'OMS, Santé Sexuelle Suisse remercie l'OMS pour les guidelines. Et les travaux de l'OMS, semble-t-il, sont directement basés sur ceux de Kinsey. J'ai mis au coin là-bas les fameux 2 bouquins de Kinsey. Si jamais vous voulez les consulter, vous pouvez aller regarder, mais avec précaution, c'est quand même des objets d'une certaine valeur, au moins historique. Disons, sur le plan des évidences que c'est bon pour les enfants de faire ça, de les éduquer de la manière dont on le fait, je vais essayer de développer un peu plus tard, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'études faites. C'est pas tout d'un coup un pays pionnier qui a fait quelque chose, puis qui a montré que c'était mieux en termes d'évolution par rapport à l'âge adulte, qui permet de décider qu'on fasse ça. Et par contre, nous, je veux dire, pas que moi comme sexologue, mais j'ai un collègue qui est du côté pédopsychologie, qui est alarmé. Il est grand-père, mais il est alarmé. Et donc, il y a vraiment un problème. Quelle est la place des parents? Les parents. Selon la loi, nous avons eu une réunion avec Diego Bischoff, qui est avocat, avec des parents. Selon la loi, c'est les parents qui sont en charge de l'éducation des enfants, du point de vue moral, du point de vue religieux, d'un point de vue de la sexualité et autres. Ce sont les parents, par la loi. C'est la loi qui leur donne cette autorité-là. En l'occurrence, là, l'État prend en charge cet aspect-là. Au nom de quoi? Et puis, il y a des lois sur les abus aux enfants. Et si un père ou une mère faisait ce que l'État fait en annonçant à des jeunes enfants que, bon, il y a la fellation, le cunnilingus, ça existe, les théories du genre et autres, ça tombe sous le coup de la loi. Mais comme c'est l'État, pas de problème. Comme c'est l'OMS, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé ces 3 dernières années, mais il y a des informations qui sortent maintenant. Et on s'est vraiment foutu de notre gueule. Foutu de notre gueule. En long, en large et en travers. Par rapport au Covid. Hein, pour que ce soit clair, les 3 dernières années, ça sort maintenant, il y a des informations. Et c'est les mêmes qui sont à la manœuvre, l'OMS. L'OMS, dont je vous rappelle, nous avons ici Chloé Famry, qui est la seule politicienne que j'ai entendue évoquer le fait que l'OMS, l'année prochaine, si les États votent, eh bien, ils pourront prendre, quand ils décréteront une pandémie, les pleins pouvoirs sur la santé dans les pays qui sont membres. Il s'agit de le savoir.
Alors ils viennent avec ces directives qui touchent directement le développement de nos enfants. Bien. Une enseignante, ça c'est aux États-Unis, avec les plus jeunes, dès la maternelle, on parle de leur corps, des parties avec lesquelles ils sont nés. Nous parlons des pénis et des vagins, et de la question si cela fait de quelqu'un un garçon ou une fille, mais aussi de leurs sentiments. Que ressentent-ils à l'intérieur? Se sentent-ils comme un garçon ou une fille? Que dit leur tête? Vous vous êtes déjà posé la question? Si vous vous sentez... c'est comment le truc pour sentir si vous êtes une femme, un homme? Posez-vous la question, parce que peut-être que... Et c'est la même chose en Suisse. Hein. Il y a une sorte de contagion. Il n'y a pas de virus là, mais il y a une sorte de contagion. Non, il y a un facteur commun, l'OMS. Enseignante en 2e année, nous abordons explicitement l'identité de genre. Et en parlant à nouveau en termes de correspondance entre votre tête, votre cœur et les parties de votre corps. Quelles sont les autres parties de vous qui ont à voir avec votre identité de genre et quelles sont les parties de vous qui ne le sont pas? Et les enfants dessinent à nouveau de merveilleux autoportraits, mais en traitant de tous les aspects de leur identité. Et le sexe là-dedans? Le sexe, est-ce que ça existe? Identité de genre, comment je me sens, etc. Mais le sexe, est-ce que ça existe? Les parties du corps, oui. On continue. Une enseignante, l'identité de genre est ce que vous ressentez intérieurement. Et ça, c'est important. Ressentir, ça veut dire percevoir. Donc, c'est une idée qu'on se fait sur quelque chose. Et les perceptions peuvent être menteuses. On pourrait faire des expériences si on avait le temps pour voir que vos perceptions peuvent être complètement fausses. Oui, il y a des illusions d'optique, il y a des tas de trucs, mais les perceptions, c'est encore pire. Les illusions d'optique, on croit voir le truc, mais quand on perçoit, on se fait des idées, et à partir de quelles prémices? Bon, c'est ce que vous ressentez dans votre cœur et dans votre tête. Oui, ça c'est juste. Tout comme le langage que nous utilisions quand ils étaient plus jeunes. Mais quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui vous est propre, c'est quelque chose que vous décidez. Vous décidez. Ce qui veut dire que, vous voyez, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec le social. On isole les individus du social. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de sexe assigné à la naissance. Même ça, le sexe assigné à la naissance, c'est pas le sexe. Non, le sexe biologique, ça n'existe pas. C'est un sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire quelqu'un arbitrairement qui dit « Ah, il y a un zizi, donc c'est un garçon, madame, bravo. » Ah, il y a une petite vulve, non, c'est une fille. Bravo, madame, de nouveau. Mais c'est un sexe assigné, il n'y a rien d'objectif là-dedans. C'est vrai qu'il y a quelques ambiguïtés, mais quand même, restons les pieds sur terre, il y a à peu près pas de chance de se tromper. Il y a quelques ambiguïtés, encore une fois, c'est quelques pourcents. Mais en général, ouais, quand on dit c'est un garçon ou c'est une fille, en termes c'est un petit mâle ou c'est une petite femelle, puis on espère qu'il va se développer en se sentant en cohérence avec ça, donc un garçon ou un homme ou une fille, une femme, parce qu'il y a une vulve, on espère quand même que ça va être quelque chose qui va être confirmé par... justement, ses perceptions, son développement, ce qu'elle va vivre, c'est quand même essayer de rester avec la réalité. Non, 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 non. Il y a quelque chose d'arbitraire de la part de la société. On assigne le sexe. Ce qui est important, c'est ce que l'individu vit. Et si l'individu se pose des questions, ah tiens, on lui pose des questions. Si l'individu se dit, ah, mais peut-être que c'est mieux d'être une fille ou je sais pas quoi, go, allez-y. Ça me fait peur. Parce que, je vous le dirai plus tard, mais je le dis maintenant parce qu'il faut que vous l'entendiez, c'est développemental de se sentir un homme, une femme. Ça n'est pas génétiquement déterminé. C'est pas possible de déterminer génétiquement une perception, quelque chose qui se construit. C'est parce qu'on se touche le sexe qu'on remarque qu'il y a quelque chose ou pas. Enfin oui, il y a autre chose, il y a une vulve, il y a dedans, hein, mais il n'y a pas de pénis. Bon. C'est parce qu'on va jouer avec ça, parce qu'on va le découvrir, qu'on va savoir que, etc.,
qu'on va l'investir, qu'on va développer le sens de ce que c'est qu'un homme, une femme. C'est parce qu'il y a une culture qui nous dit, ben, quand on est un garçon, on porte les cheveux plutôt comme ci, plutôt comme ça, ce sur quoi on peut jouer, qu'on va se construire. Et là, on vient saper tout ça. On vient dire, t'es sûr que c'est pas parce qu'il y a un zizi que... On vient saper tout ça. Et ça va faire ce qu'on va voir après, augmenter, exploser les demandes de réassignation. Voilà. Donc la société n'a rien à voir. Hein. Et puis ça peut continuer. C'est encore une fois votre choix, etc. J'avance, hein, parce que sinon on va finir par rester bloqué là-dessus. Que pouvons-nous faire en pensée? Ben déjà, je ne sais pas si vous aviez vu, on parlait de vagin, pas de vulve. La femme, c'est complexe. Il y a une vulve à l'extérieur, il y a un vagin à l'intérieur. Les gens ne savent souvent pas ça. Enfin bref. Les sexes biologiques existent-ils encore? Je vous ai déjà posé les questions. Qu'est-ce qui permet de faire société? Ben, c'est qu'on a des noms pour déterminer les choses, qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ces noms représentent quelque chose, qu'on peut objectiver d'une certaine manière. Or, actuellement, avec les histoires de transgenrisme ou autres, vous ne pouvez même pas croire ce que vous voyez. Moi, je vois là, il y a 4 femmes, un homme, une femme. Non, je ne peux pas forcément y croire parce que peut-être qu'il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui se sent de l'autre. Et dès lors, ce que je vois, on entre dans quelque chose de psychotique. C'est psychotique. Un monde psychotique. C'est-à-dire où on ne peut pas croire ce qu'on voit. Notre cerveau est fait pour discriminer, c'est important. Il est étudié pour discriminer. Et là, on n'a plus le droit de discriminer entre les deux sexes. On ne peut pas. Non, c'est transphobe, c'est affreux. Pourtant, c'est utile pour se repérer, pour fonctionner. Et certains semblent s'octroyer le droit de dire aux enfants, mais tu sais, c'est pas parce que tu as un sexe, un zizi ou je sais pas quoi, que tu es un garçon. Donc certaines personnes, le sachant ou ne le sachant pas, je ne sais pas, mais maintenant vous le saurez, se permettent de amener un doute dans la tête de l'enfant, donc de saper sa construction, de contribuer à saper sa construction. Heureusement, les enfants sont quand même solides. Il y a des familles où les parents vont encore oser dire, mais écoute, non, tu es un garçon. Mais, ou tu es une fille, quitte à prendre le risque de se faire retirer leur enfant. Mais enfin, oui, parce que c'est quelque chose, si l'autorité le sait, dans certains pays, ça peut amener à ça. C'est-à-dire qu'il y a maltraitance pour un enfant qui se sent autrement. Si le père ou la mère dit, mais non, tu es un garçon, tu es un zizi, regarde, et que l'enfant dit, mais non, je me sens une fille, on peut retirer la garde. Dans certains pays, ça se fait. Donc, alors, des personnes peuvent se permettre de saper, mais les parents ne peuvent pas se permettre de soutenir. On est où? On est où? Or, ça se construit. Ça se construit. C'est important qu'il y ait le soutien. Chez l'être humain, on a plus vite fait le tour de ce qui ne s'apprend pas, qui est inné, que ce qui s'apprend. Hein? Voilà. On continue. Et cette fois-ci, on entre en Suisse. Bonjour, merci pour votre témoignage. À la fin de la présentation à laquelle j'ai assisté, je pensais comme vous. Pendant 45 minutes, les intervenantes avaient coché toutes les bonnes cases. J'étais rassuré. Il n'était pas du tout question de sexualisation des enfants ou de transgenrisme. Mais ensuite, une maman assise à côté de moi s'est levée et s'est indignée, car selon elle, les intervenantes n'avaient pas du tout présenté de la même manière que lors d'une présentation antérieure, à laquelle elle avait aussi participé. Les intervenantes, visiblement tout d'un coup mal à l'aise, se sont défendues en disant qu'à l'image des cours d'éducation sexuelle, elles n'avaient pas à faire exactement la même chose à chaque fois. On continue. La maman a alors insisté pour que les intervenantes redéshabillent les poupées et présentent le même contenu que la fois passée. Il y avait des poupées donc sexuées. À contre-cœur, elles se sont exécutées et ont d'abord parlé des enfants intersexes, ce qu'elles n'avaient pas du tout abordé avant, puis clairement, en baissant le ton, ont posé les fondements du transgenrisme. Il arrive qu'un petit enfant ait le sexe d'un petit garçon, mais n'en soit pas un,
et aussi qu'un petit enfant ait le sexe d'une petite fille, mais n'en soit pas une. Pourquoi? Parce qu'il ne se perçoit pas comme tel, il n'en est pas. Et non, il y a un petit garçon, une petite fille, mais qui ne se perçoit pas comme tel. Oui, oui, c'est possible. Et toujours aussi mal à l'aise, elles se sont précipitées de se justifier par « nous sommes obligés de parler de ça, mais ça prend maximum 30 secondes ». Le ton est de moi, hein, je fais un peu de dérision, mais c'est vrai que ça me touche, ça me touche profondément. Donc ça m'énerve un peu, excusez-moi. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé la malhonnêteté du procédé, ça c'est toujours la personne qui parle, et que ces gens étaient des hypocrites. Sans l'intervention de cette maman, que je remercie d'ailleurs, nous n'aurions eu aucune idée de la portée de l'idéologie en cours. Autant vous dire que la séance est très mal finie et que la doyenne a dû intervenir pour calmer les gens en disant que de toute façon il n'y avait aucun problème puisque rien n'était obligatoire. Ce qui est faux. Ça a été décrété comme obligatoire. Les parents ne sont pas avertis des dates à laquelle ça se passe. Et donc c'est très important, s'il y a des parents parmi vous, s'il y a des grands-parents parmi vous, de dire non. De continuer à envoyer des lettres pour dire non. Il y a Vanessa van der Levy qui est ici, qui préside l'association des parents, allez vous adresser à elle. C'est important. Il s'agit de mettre un stop. Et tant qu'on laisse faire, ça se passe, ça va se passer. Point 5. Par la suite, je me suis informé un peu sur l'organisme en charge. Je n'ai pas mis le nom pour pas... Bon. Car j'ai de la famille qui y travaille, mais pas dans le département responsable de l'éducation sexuelle. Je peux affirmer que cette idéologie fait partie intégrante de l'ADN de cet organisme. J'en veux pour exemple le fait que leur direction a commencé à imposer à tous les collaborateurs d'ajouter leurs pronoms dans leur signature électronique, quel que soit leur département. Donc s'il faut leur dire « Yel » ou je ne sais pas quoi. Que pouvons-nous en penser? Pourquoi y a-t-il des variations de présentation, à votre avis? Comme je ne vous donne pas la parole, je vais répondre, mais faites-vous votre idée. Eh bien, c'est probablement parce que justement, il y a des pressions, que des parents sont intervenus, et que dès lors, ça a une influence. Hein, il y avait eu une première séance, il y a eu des intervenants, et puis ça a eu une influence. Ils deviennent gênés d'aborder certains sujets. Tant mieux, et j'espère qu'ils vont devenir gênés de les aborder avec les enfants. C'est le but. Ça n'a pas lieu d'être. Je vais essayer de vous montrer que c'est vraiment problématique. Qu'est-ce qu'une fille? Aux États-Unis, ils ont posé la question à certains députés, c'est quoi une femme? Il faut voir les salades, les emberlificoteries pour essayer de définir ce que c'est qu'une femme. Bon. Que pouvons-nous en penser? Théorie du genre. La théorie du genre, c'est de dire finalement que c'est pas parce qu'on a un sexe qu'on ne peut pas se sentir autrement. C'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui est vrai. On n'a plus le droit de dire que c'est un trouble, que c'est une pathologie, ça a été sorti des classifications, mais n'empêche que les personnes qui le vivent, malgré le soutien des groupements, etc., pour beaucoup, il y a une souffrance. Et dès lors qu'il y a souffrance, normalement, il y a trouble. Dans le sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est pas parce qu'on en assigne la cause à la société qui est intolérante ou je sais pas quoi, qu'il n'y a pas une souffrance. Mais c'est sorti des classifications. Pourquoi? Pourquoi? Ces personnes sont mal avec leur morphologie. J'ai un pénis, je veux qu'on l'enlève. J'ai des seins, je veux qu'on les enlève. Puis à la limite, qu'on me greffe un pénis, ça c'est pas... Donc on peut aller plus ou moins loin. Mais c'est pas un trouble. C'est pas quelque chose qui nécessite éventuellement un soin. Si, ça nécessite de corriger ça, de ne pas poser de questions et d'accompagner à corriger cette erreur de la nature, puisqu'on postule que le cerveau est différent
que c'est quelque chose qui serait depuis la naissance, qui est presque génétique. Vraiment, on cherche le gène de tout ça. Alors que non, on a toutes les évidences pour penser que c'est développemental. Que ça plaise ou non. Je l'affirme parce que je l'ai observé, parce que j'ai travaillé là-dessus. C'est pas facile, mais c'est développemental. C'est quelque chose qui est développemental. Comme l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est développemental. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des stress premiers, il y a des stress dans la première année de vie. Et ça, ben, je vous le dis là maintenant, je le dis en passant, René Spitz, qui a fait une année ici, qui était un psychiatre, un psychanalyste, mais un gars qui a observé les enfants en orphelinat, et qui a été le pionnier qui a permis qu'on assigne des nurses dans les endroits où on s'occupe, les crèches. Hein, qu'il y a 3 nurses qui s'occupent spécifiquement de bébés pour qu'une relation s'établisse. C'est lui qui a vu que la relation était importante, qu'il ne fallait pas tenir propre et nourrir les enfants, il fallait aussi qu'ils aient une relation, les bébés. Sinon, ils mourraient à 80% dans l'année. Eh bien, il a aussi montré que les bébés qui n'ont pas un support maternant suffisant se touchent presque pas les organes génitaux. D'accord ? Donc un bébé stressé se touche pratiquement pas les organes génitaux, et beaucoup moins. Alors qu'un bébé en bien materné se touche les organes génitaux. Donc si on veut un bébé stressé, ben, faites bien qu'il ne s'est pas touché. Et c'est ce que j'observe quand je reçois des personnes qui se sentent de l'autre. Beaucoup ont une phobie des organes génitaux et beaucoup n'ont pas investi. Certains, ma première érection, ça les trouble d'en parler, je l'ai vécue à 15 ans. Il y a des érections in utero. Elle a vécu à 15 ans, ça veut dire pas de contact, vous voyez. Alors bon, je ne vais pas faire un cours de transsexualité, mais n'empêche qu'on a des éléments pour dire qu'il se passe des trucs dans le développement qui font que ces personnes se sentent, ils ne sont pas fous, mais ils se sentent de l'autre. Et c'est un problème qu'on peut adresser. Mais non, on n'a pas le droit de dire que c'est un problème. Vous avez entendu parler des apotemnophilies. C'est des gens qui disent « Ah, écoutez, vous pouvez m'enlever mon bras, il est en trop. Vous pouvez m'enlever ma jambe, elle est en trop. Vous pouvez m'enlever mon sexe, il est en trop. » Là, non, ça, c'est pas un trouble. L'autre, oui. Kinsey Report, Relied on Pedophiles Diary. Le rapport Kinsey, ces bouquins, en tout cas en ce qui concerne... relève aussi d'interrogatoires d'un pédophile notamment qui avait fait des recherches sur les bébés, la sexualité des bébés. Et donc ça, c'est des choses, des informations qui sont sorties récemment. Alors de nouveau, je fais confiance à des collègues qui en parlent. Je ne pense pas que ce soit du fake, je pense que réellement, il y a que Kinsey a pris le journal d'un gars qui avait fait des études. Je vous les passe en rapide. On pourra les mettre en insertion dans le film si jamais vous pourrez les voir, parce que je veux essayer de ne pas faire trop long. Mais oui, preuve scientifique. Attendez, c'est pas ici. Recherche scientifique, ouais, le suivant, ici. Preuve scientifique que les enfants sont des êtres sexués dès la naissance. Parce qu'il a fait des études, puis il a montré qu'il y avait des orgasmes. Je vous montrerai la réalité. Certains affirment qu'il n'y a pas de sexualité chez l'enfant ou chez le bébé, etc. Ce n'est pas tout à fait juste. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des réflexes qui fonctionnent qu'il y a une sexualité qu'on peut activer. Enfin, dans le sens qu'il s'agit de développer la sexualité du nourrisson, qu'il s'agit de développer la sexualité de l'enfant. Ce n'est pas parce que ça fonctionne déjà plus ou moins un petit peu comme ça. On peut avoir certaines évidences qu'il s'agit de prendre ça en main, comme adulte, parce que c'est quand même ce qui se passe. Hein? Donc ça, c'est très important. C'est pas parce que ça fonctionne qu'il est capable. Un bébé, ben, il a les muscles qui fonctionnent, il fait déjà ça, même si on a le réflexe de Moreau, on le met debout, paf, il fait un petit pas, c'est des réflexes. Vous allez lui dire, bon, bah, va et marche. C'est des paroles bibliques, mais dis non, non, il ne va pas le faire. Il n'a pas la compétence, il n'a pas encore la possibilité de le faire. Alors c'est pas parce que ces réflexes marchent qu'il s'agit de s'en saisir et de faire n'importe quoi. Mais pourtant, voilà, on a la preuve scientifique que la sexualité existe.
Vous verrez d'ailleurs le titre d'un article, il y a des confusions, mais enfin voilà. Ah, pardon. Oui, bon, voilà, je passe. Ça, c'est juste pour vous montrer un tableau. Le gars était un chercheur, absolument. Vous voyez, il a fait des notes sur... ça c'est extraordinaire. Sur les cas avec bon, les enfants, les bébés, les machins, l'âge. Et puis, petite question. Est-ce que vous étiez au courant qu'en Suisse, il a été question, alors on m'a dit que c'était au congélateur, enfin quelqu'un d'un parti qui m'a dit que c'était au congélateur, mais le Conseil fédéral évoque le consentement sexuel dès 12 ans. C'est une phrase au détour d'un document publié le 25 avril par le Conseil fédéral. Une victime de plus de 12 ans peut être consentante sans incidence juridique, mais de son plein gré, à l'acte d'ordre sexuel, voire l'initier. Le propos se trouve dans un message qui vise à expliquer un projet de changement législatif. Tout ça, d'ailleurs, pour protéger les enfants. Et il était même question, apparemment, d'abaisser éventuellement cet âge de consentement à 10 ans. Voilà. Ouais, au berceau, pourquoi pas, je sais pas. Tant qu'on y est. Et on peut aller plus loin, c'est très intéressant. J'ai été entendu par une commission du Grand Conseil il y a de ça pas mal de temps, une dizaine d'années, à propos de est-ce qu'il y a encore quelque chose de tabou dans ce pays? Secrétariat du Grand Conseil, rapport de la commission judiciaire de la police chargée d'étudier la proposition de résolution de Madame et Messieurs Stéphane Floret, Marc Falquet, Antoine Berchi, Patrick Lucie, Célina Maudru et Christo Ivanov. Je me permets de les citer parce qu'ils vont plutôt quand même dans le bon sens. Intitulé « Proposition de résolution du Grand Conseil genevois demandant à l'Assemblée fédérale de ne pas légaliser l'inceste entre adultes consentants ». Il était question de légaliser l'inceste entre adultes consentants parce que c'est une loi qui finalement est peu utilisée, donc finalement il faut alléger le texte de loi. Hein, ça paraît assez logique. Donc un père peut engrosser hardiment sa fille. Alors non, ce qui a permis quand même de dire non, c'est intéressant, je leur ai donné des arguments qu'ils n'ont manifestement pas beaucoup entendus. Je leur ai dit, mais dis donc, s'il y a... enfin, je n'avais peut-être pas dit dis donc, mais enfin... s'il y a un enfant qui est issu de cette union, par exemple un père avec sa fille, bon, prenons une mère avec son fils. Ouais, c'est égal. Comment est-ce qu'on le nomme? C'est quoi, disons, prenons père-fille. C'est, je sais pas, c'est le demi-frère de sa mère, c'est le fils ou le petit-fils de son père, grand-père. Difficile pour le psychisme, ça rend fou. Alors ils n'ont pas retenu cet argument, par contre ils ont retenu l'argument de la consanguinité que je leur ai pas franchement donné parce que, bon, mais enfin, voilà. Mais enfin, toujours est-il que c'est au congélateur aussi, heureusement. Hein? Ça va? Alors, quelques affirmations, vous verrez qu'il y a des contradictions. Il existe une sexualité de la naissance, c'est ce qu'on a entendu de M. Kinsey et de l'OMS. Il faut par conséquent éduquer les enfants sur ce plan dès leur plus jeune âge, OMS. Il faut, pourquoi? C'est qui a dit ça? Comment? Et au nom de quoi? Il y a des études, enfin voilà, je vous en ai déjà... Hein? Et puis vous avez alors par contre des affirmations opposées de la part de certains spécialistes en psychopathologie qui pensent sans doute bien faire mais qui ne sont pas sexologues. L'enfant n'a pas de sexualité. L'éducation à la sexualité est potentiellement traumatique. Ça, suivant comment ça se passe, oui. Très brièvement, qu'en est-il en sexologie clinique? J'aimerais vous faire un petit peu des petits aspects. On va voir par la suite. Alors, il y a des observations. Ça vient de parents qui ont amené leurs enfants chez les pédiatres parce qu'ils étaient inquiets. Certains parents n'ont pas amené, mais voilà, observation. Il y a des jeux excitatoires, spontanés, chez les bébés filles. Très rares chez les bébés garçons, parce que probablement les langes ne permettent pas de faire les mêmes choses. Et puis surtout,
parce que il y a un pénis et non pas une vulve, et surtout un vagin et tout l'appareillage interne qu'il y a chez la fille qui fait, on le verra, sacrée différence. Et donc, c'est rare, mais c'est rare chez les bébés filles, c'est rare chez les bébés mâles, mais chez les bébés filles, enfin les bébés femelles, c'est aussi assez rare, mais ça existe. Hein? Et c'est ce que Desjardins a appelé le mode sexuel archaïque, qu'on retrouve chez l'adulte, mais qui peut se mettre en place à cet âge-là par des tensions. Alors, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de sexualité, mais elle est particulière, elle est liée à l'âge, et elle n'est pas observable chez chaque bébé, et il n'y a aucune raison de développer ça. Parce que les femmes adultes qui l'ont découvert sur le tard, ou qui l'ont gardé de cet âge-là, j'en sais rien, heureusement il n'y a pas d'études pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, eh bien, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Il y en a sans doute parmi vous, hein, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Bon, on le voit dans les cabinets de sexologues, mais bon, ça gagne à être développé. N'empêche que c'est possible qu'on le voit chez les bébés filles, parce que les organes sont internes. Et que quand on fait, vous allez voir, des tensions importantes, voilà. Vous voyez, les jambes qui sont tendues, ça peut rappeler à certaines d'entre vous, certaines pratiques, je pense. Hein. Des serrements de cuisses, des pressions, des tensions. Chez la fille, il y a des organes internes qui réagissent. Et ça peut aller jusqu'à des trémulations. Il y a eu 3 pages, ça tient ça, j'y ai pas pensé en faisant le truc. Il y a eu 3 pages écrites par un Genevois qui a enseigné ici. Elles ont disparu, ces 3 pages, parce qu'il y a eu une première édition, puis après il a refait la première édition avec les 3 pages en moins. Il y a une édition à 318 pages, et puis l'édition réelle, je crois qu'elle est à 315. Ces 3 pages décrivaient ses observations à lui de ce genre de phénomène. Elles ont été retirées, et puis j'ai eu à l'époque une conversation avec M. Vaunèche, qui était le gardien des archives Piaget, qui m'avait dit « Ah oui, tout à fait, je vous les trouve, pas de problème. » 3 semaines sans nouvelles. 3 semaines plus tard, écoutez, j'ai consulté la famille, non, d'ailleurs on les a plus. Ça gênait un tout petit peu la famille, c'est embêtant ces interférences avec la science. Bon, tu veux dire que c'était décrit par monsieur Jean Piaget. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant y aller. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut pour autant le développer chez les enfants. Non, il faut rien. Il faut rien. Il faut rien. Laissons faire la nature, laissons faire les choses. Vous verrez en général, c'est déjà bien équipé pour que les enfants se développent. Par contre, on pourra faire des trucs à l'adolescence. Ça, si j'ai le temps, je vous en parlerai. Mais à l'adolescence, jeune adulte. Observation par des parents. Oui, alors ça, c'est plus tard. Je vous donne juste quelques lignes de ce qu'on peut observer. Plus tard, vers 4-5 ans, on va observer, surtout chez les garçons, chez les filles, c'est plus rare, qu'elles se touchent la vulve, qu'elles se caressent la vulve, mais ça peut commencer à ces jeunes-là. J'ai des témoignages en cabinet. Ah oui, moi j'avais 5-6 ans, 4-5 ans, c'est plus d'observation de parents. 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, et de garçons qui commençaient à se toucher, à se masturber, parce que là, c'est en général avec la main. Il y a d'autres exercices. Donc oui, ça existe. On peut en parler, on peut avoir des témoignages de ce point de vue-là. C'est possible. Est-ce qu'il faut aller leur dire, mais écoute, tu peux te toucher Je pense pas. Je pense pas. Ils le font déjà entre eux. Ils ont une culture, il se passe des petits trucs. Il n'y a pas besoin que nous, adultes, nous intervenions là-dedans. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Et c'est vrai qu'il y a des orgasmes possibles, secs, chez les garçons. Oui, il y a on a des témoignages. Oui, bon, voilà. Et puis, on peut aller plus loin. Ça, c'est très rare. C'est très rare. Mais j'ai 2 témoignages de femmes qui, avant l'âge de 10 ans, ont découvert leur orifice vaginal et ont appris à l'investir. En mettant, je vous passe les détails, mais en mettant les doigts, puis ils trouvaient que les doigts c'était trop petits, alors stylo, puis ensuite, bon, une avait été chercher une carotte, qu'elle avait pris à bonne taille, pelée, puis elle jouait, et elle a développé une capacité à aller à l'orgasme avant l'âge de 10 ans, en bougeant, etc. Quelque chose qui lui a permis d'investir son vagin. Elle n'a pas eu les rapports, elle me disait,
Je n'ai pas lu des rapports plus tôt que mes copines, à 17 ans, mais n'empêche que j'ai choisi le gars. Je savais, je savais ce que je voulais. Voilà. Bon, ça c'est du développement qui se fait spontanément. Ils n'en ont même pas connaissance à l'OMS de ce genre de truc, je peux vous le dire. Et heureusement d'ailleurs. Bon. Peut-être qu'ils vont regarder, je ne sais pas. Voilà. « 12-13 ans », alors là c'est très fréquent, mais ce n'est pas chez tout le monde, qu'on découvre vraiment, d'une manière ou d'une autre, la masturbation, mais en général sur un mode que j'appelle stress. Ça veut dire où on utilise le système du stress pour arriver à la décharge. On se tend, on bloque la respiration, puis ça fait quelques spasmes, comme ça soulage, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, pourquoi pas, et c'est la plupart du temps, en tout cas chez les gens qui me consultent, chez les gens qui ne me consultent pas, je ne sais pas, mais oui, ça se met en place à cet âge-là, où il y a l'androgénisation, où il y a l'hormonisation chez les filles aussi, et c'est comme ça qu'on peut effectivement le voir. Mais il y a aussi l'aspect actuel qui infiltre toute la société avec un accès. Je vous en prie, en tant que parents, grands-parents et autres, mettez des bloqueurs sur les téléphones que vous donnez à vos enfants. Ils n'ont pas à avoir accès à des films qui sont là pour exciter les vieux monsieur comme moi. Les films à connotation génitale, pornographique, c'est pour les vieux monsieur comme moi. C'est pour exciter. Et puis bon, les jeunes s'en sont emparés parce que, je sais pas, ils manquent d'imagination. Mais c'est pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les enfants, vraiment, vraiment. Et donc, il s'agit de faire un peu barrage, parce que sinon, ils ont accès, mais bon, là, ils sont seuls, ils sont entre eux, mais ça peut les troubler. Mais ce n'est pas une raison pour autant que dans les programmes, en 8e année, 8P, etc., on vienne les initier à choisir le bon porno, etc., qui n'est pas une démonstration de la sexualité adulte, réelle, dans le sens de ce qu'on peut faire de mieux, si on veut faire l'amour. Ce qu'on voit dans les films, c'est de la génitalité explicite, c'est pas du sexe. Le sexe, il y a l'aspect génital et l'aspect émotionnel qui y est lié, dans lequel on va voir le plaisir, qui peut être associé à ça, et pas seulement le soulagement quand ça s'arrête, et l'amour. L'amour a des gestes, et c'est rare qu'on les fasse dans les films, là vous les voyez, ils sont healing, puis madame, bon, des fois... Bon. Or, ça a des gestes. Faire l'amour, c'est de pouvoir faire ce geste pendant qu'on est en couple. Que ça, on l'enseigne plus tard aux adolescents ou même aux jeunes adultes ou à la population en général. Oui, mais c'est parce qu'on monte dans les films porno. Or, c'est à ça qu'ils veulent les biberonner. Enfin, j'exagère là. C'est pour 10-12 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... les observations cliniques, je vous ai dit, essentiellement des modes stress. Hypothèse explicative, je pense, c'est une opinion là, j'ai pas de preuve ultime, mais je pense que nous sommes une société de stressés, de gens stressés. J'aimerais bien qu'il y ait des anthropo-sexologues qui aillent au fin fond de l'Amazonie pour essayer d'étudier comment ça fonctionne là-bas. Je suis peut-être optimiste quand je pense que peut-être ils font l'amour. Et qu'ils ne sont pas en train d'essayer de fucker ou de baiser plus que de faire l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas dans ce que je vois dans ma population, j'ai évidemment pas une vision sur la population ensemble, je vois des gens qui essentiellement investissent un mode en rigidité peu voluptueux, en tout cas pour arriver à l'orgasme. Et ça, bon, je pense parce que nous sommes une société de stressés. Des bébés, et ça, depuis que il y a eu la médicalisation des accouchements, je pense qu'on interfère avec la nature. Je pense que ça joue un grand rôle. Alors bien sûr, on sauve des vies, mais on ne rend pas service ni à la mère ni au bébé. Si je vous parlais de ma première semaine de vie, j'avais un témoin, c'était ma mère, eh bien, je sais pourquoi j'ai fait psychiatre, et je sais pourquoi j'étais un péteur de plomb, je gérais très mal mes émotions. Oui, parce que j'ai été un bébé stressé dès sa première semaine de vie. Je vous passe les détails, si jamais ça intéresse certains, on peut en discuter à la pause. Affirmation, OMS.
l'enfant a des droits sexuels, et ça date d'un congrès mondial de sexologie, où ils en avaient discuté, heureusement j'y étais pas encore, c'était en 97 à Valence, sauf erreur, 95, je crois que c'est 97 à Valence, l'établissement des droits sexuels. Ce qui est intéressant quand on se dit, ben, oui, les gens hospitalisés, je sais pas, les gens chroniquement hospitalisés, les gens dans les homes, ils n'ont plus droit à une vie sexuelle, une vie privée, etc. On interfère beaucoup. Alors, si on s'occupait de ces personnes-là, puis qu'on veillait un peu plus à leurs droits sexuels, je pense que ce ne serait pas mauvais. Mais de là à dire, justement, suivant Kinsey, ah, il y a des réflexes qui existent depuis la naissance, donc l'enfant ayant des droits sexuels, il a le droit à une vie sexuelle épanouie, il a droit au plaisir sexuel, et le plus tôt le mieux. Sur quelle base scientifique? Je l'ai déjà posé, mais est-ce que c'est discuté démocratiquement? On vous a posé la question si vous vouliez que ce soit mis en place. On vous a même informé vraiment. Bon, vous pouvez télécharger tout ça. Vous pouvez aller voir ce que propose Santé Sexuelle Suisse à partir de ce que l'OMS... Alors c'est très bien fait, c'est séduisant. Oui, il s'agit d'éduquer les enfants, de les préparer, etc. Mais comment? Comment? C'est là le problème. C'est comment? Les idées de base, elles sont toujours bonnes et bien enrobées, etc. Mais comment? Et c'est là que ça dérape. C'est là que ça dérape. Voilà. Et disons sur quelle base? Ben, Kinsey. Je crois. Je ne sais pas, j'en ai pas tout. Voilà. Et de quel droit nos États se mettent-ils? Je ne sais pas. À part d'avoir un agenda, on verra, il y a des hypothèses. Alors, l'enfant a des droits sexuels, droit à affirmer son identité de genre librement. Hein, c'est ce qu'on a déjà vu avant. Et les parents ont des devoirs. Quel devoir? De les soutenir dans ce projet. Mais attention, si vous dites non, tu te trompes, on n'est pas d'accord, etc. Voyons les chiffres. Quand j'ai commencé ma pratique en tant que sexologue, on avait 1 sur 10 000 hommes qui se sentaient de l'autre sexe et 1 sur 30 à 40 000 femmes. Ça correspond aux chiffres que je vous ai mis, je les ai traduits en pour 100 000 parce qu'actuellement on a des chiffres pour 100 000. Donc ça correspondait pour les hommes qui se sentent femmes, MTF, male to female, c'est en anglais. 1994, il y avait 10 pour 100 000. 2022, 521. Comment on explique cette augmentation? Oh, c'est parce qu'ils n'osaient pas se déclarer. Ouais. Facteur 5200%, 52 fois. Chez les femmes, c'est encore pire. 1994, je vous avais dit, donc ça correspond à 2,5 ou 3,3 pour 100 000. Actuellement, 256 pour 100 000. Augmentation de 77 fois à 100 fois les chiffres. Et une chose aussi importante, avant, ceux qu'on voyait en majorité, c'était des vrais transsexuels. Ça veut dire des personnes qui, très très tôt, on avait des évidences qui se sentaient, qu'ils étaient un peu bizarres. Là, la majorité des jeunes femmes, des enfants, des adolescentes qui disent se sentir de l'autre sexe, c'est ce qu'on appelle des faux transsexuels, enfin, ou des secondaires selon Stoller. Pas primaire. Primaire, c'est depuis le départ. Secondaire, c'est venu tout d'un coup comme une idée. Et c'est pour ça qu'on a maintenant dans certains endroits, par exemple en Norvège, ils interdisent chez les jeunes, etc. Il faut avoir la majorité, ils interdisent toute intervention. La Tavistock clinique, ils sont mal en Angleterre. Aux États-Unis, dans certains États aussi, ils interdisent. Parce que il y a eu aussi une épidémie de détransition. Et là, je peux vous dire que les gens qui détransitionnent sont mal. Ils n'ont plus le soutien des groupements qui autrement les soutenaient. Voilà, si on met en courbe, c'est plus joli. On part de 36 en 2002 à 2728 en 2020. C'est fermé, Tavistock. Ils ont dû... Non,
La clinique, oui, je crois qu'ils ont reçu l'ordre de terminer parce qu'il y a eu vraiment des scandales. Ouais. Ouais. Là, c'est la courbe des âges. Vous voyez, la majorité, c'est à 15 ans. Et donc, vous voyez l'augmentation là de nouveau. Et une proportion, alors c'est étonnant, ce qui est étonnant, c'est ici, mais c'est 2011-2012, donc ça montre que ça remonte à loin. Il y avait déjà une majorité de filles. Donc déjà un changement important par rapport à ce qu'on observait à l'époque, où il y avait un tiers, hein, il y avait un homme et un tiers des filles. Enfin, si on veut, il y avait pour 3 hommes, il y avait seulement une femme qui demandait la transition. Alors que là, en 2011, on est déjà avec 57% de femmes qui se sentent de l'autre sexe. Voilà, alors, comment expliquer ces augmentations? Ben, c'est une évidence qu'on voit là, l'aspect développemental des choses. C'est qu'on a fait de la pub, ça fait des années que ça fait de temps en temps la une des journaux, que le transsexualisme, que ces gens courageux qui changent de sexe, etc. Et puis alors, avec les réseaux sociaux, ça a été une explosion sur TikTok, sur d'autres trucs. Il y a énormément d'informations qui vont dans ce sens-là, de la part d'influenceurs. Alors oui, bon, maintenant l'aspect biologique est important, c'est une grande évidence, mais la génétique ne peut pas coder pour une perception. Or, c'est une perception. Et donc, si on encourage les gens à dire « mais t'es sûr que tu te perçois comme ça ?» ou comme ça, hein, comme quand un enfant choisit un métier. « Ah, moi je veux faire musicien » ou « je veux faire artiste ». Puis là, vous avez les parents qui disent « écoute, t'es un garçon, tu sais, si tu veux faire des enfants, il faudra que ça rapporte un tout petit peu parce que tu vas avoir de la peine. Ta femme, elle va dire on va manger quoi à la fin du mois ?» Donc on essaye de dire, attends, ça tu peux faire comme hobby, et puis essaye de faire, je sais pas, conducteur de train, t'as jamais pensé. Enfin, je suis un petit peu sexiste, c'est vrai, mais disons. On va essayer d'influencer l'enfant par rapport à ses choix. Et donc là, quand on fait les interventions qu'on fait, ben, on les influence aussi. Voilà, les hormones testostérone influencent le cerveau, le corps, de manière différentielle, c'est vrai, mais c'est plus particulièrement à partir de la puberté. Quand on est petit, il y a une petite imprégnation testostéronique avant la naissance chez le garçon, ce qui fait que, en général, les garçons, ben, ils aiment ce qui bouge, ils aiment les trucs, c'est différent, mais c'est petit. Et vous avez des filles qui peuvent naître avec des ovaires polykystiques, qui peuvent sécréter un peu plus d'hormones et qui peuvent avoir les mêmes investissements. Donc c'est faible avant l'adolescence. Voilà. Et puis, toujours, j'insiste sur l'aspect développemental pour dire qu'il y a aussi cet effet de mode. Quand vous avez une fille qui se sent de l'autre sexe dans une classe, tout d'un coup, il y a les autres qui commencent à vibrer. Et il y a un aspect de pouvoir, de contagion d'une certaine manière, donc de faire en sorte de ressembler aux autres. Et puis je vous ai mis Instagram, YouTube, Facebook, j'ai oublié TikTok. TikTok, il y a beaucoup d'influence. Toujours les aspects développementaux, il y a aussi l'aspect révolte de l'adolescence, singularisation. C'est bien d'être... Il y a un aspect très narcissique dans notre société actuellement, on favorise ça. Donc d'être différent, d'être spécial, be special. Et puis la folie de l'adolescence. Hein, se teindre les cheveux en vert. Et oui, bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, faire punk, faire qu'est-ce qu'ils font, métal, ou j'en sais rien. Voilà. Et quand on est en plus poussé à prendre ses rêves au sérieux, il se passe des catastrophes. Et puis, bon, je vous ai parlé de la médicalisation des naissances, je vais pas insister là-dessus, mais surtout, alors, instrumentalisation du problème d'intégration des personnes hors de la majorité, dont font partie les personnes trans, par les milieux d'influence. On est dans une révolution orange, à mon avis, en tout cas à la dimension des pays occidentaux. En Afrique, ils s'en foutent un peu, hein. Mais disons... mais au niveau des pays occidentaux, je dirais presque de manière mondiale, Monsieur Soros et d'autres veulent faire une révolution orange, je crois. Il y a un avantage, disons, avec tout ça, c'est que, bon, ça contribue quand même à faire une partie de la population stérilisée. Je
c'est pas énorme, enfin ça commence à faire du chiffre hein, quand même. En tout cas déstabiliser. Pour tenir un couple, il faut quand même déjà être bien solide dans son sentiment d'appartenance à son sexe. Donc on fragilise la population, ça c'est clair. Il y a une œuvre de destruction massive qui a commencé il y a 3 ans, qui a commencé bien avant. Et puis ça permet quand même de cacher des trucs. Vous voyez, tous ces discours sur le fait que, je ne viendrai pas près avec ça, mais disons, le discours sur les hommes comme des affreux prédateurs qui objectivent les femmes, qui veulent s'en repaître, qui les déshabillent du regard, et les femmes victimes de ces hommes prédateurs. La majorité des hommes sont gentils, sont pas... mais on nous présente quand même on insiste sur les viols, on insiste sur les viols conjugaux, on insiste sur les violences conjugales. Dans les trames, vous avez partout ce genre de trucs. Ça arrive, oui, c'est vrai, mais on insiste là-dessus. Et on fait la guerre des sexes. Hein? J'en parle un peu plus loin, mais bon, je le fais ici parce que ça vient comme ça. Donc il y a une tentative de déstructurer la société. Et là, on s'attaque maintenant aux plus petits, à mon avis. Et c'est instrumentalisé, toujours par les mêmes, parce que avec Soros, vous avez, on a vu, l'OMS, et Kinsey et compagnie, oui, d'accord, l'OMS, mais l'OMS, ils étaient à la manœuvre il y a 3 ans. Et qui est derrière l'OMS? Un certain Bill Gates, non, je ne sais pas. Bill Gates, ouais. Et je veux dire, c'est quelque chose de l'ordre de privé. L'OMS n'est pas un organisme, c'est un truc qui est essentiellement privé. Il faut le savoir. Mais c'est eux qui nous dictent ce qu'on doit faire et qui vont essayer de faire en sorte de pouvoir dicter ça encore plus. Et l'année prochaine, ça va être chaud. Hein. Voilà, donc comment expliquer ces augmentations? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ces interférences à tous les niveaux. Hein, j'aurais pu passer, mais voilà. Et on en arrive à interférence, en vrai c'est un petit peu petit, excusez-moi, direct dans le développement psychosexuel sain de l'enfant. C'est une œuvre de destruction massive de la société. C'est tout. C'est tout. Et là, c'est le dernier échelon. On a détruit les couples, on a aussi mis l'emphase sur faciliter les divorces, alors qu'avant il y avait quelque chose qui tenait les gens ensemble. On a facilité les avortements, le fait mon corps c'est mon corps. Bon, il y a quelqu'un qui est là, qui n'a pas son droit au chapitre. L'avortement peut aller jusqu'à la naissance, par exemple en France, etc., pour des raisons psychosociales. C'est pas un avortement. C'est pas un avortement, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Et donc, l'insistance sur les pervers narcissiques aussi. Ah oui, c'est un pervers narcissique. Tout ça, ça a un lien avec le stress. On parle toujours de la peur dans nos sociétés. On nous a fait peur avec le Covid, on nous fait peur avec la guerre atomique, on nous fait peur avec... Non, on n'a fait pas peur aux populations, on les stresse. C'est pas du tout la même chose. La peur, quand vous avez peur, vous foutez le camp. Quand vous ne pouvez pas foutre le camp, parce que vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? Ça stresse. Et là, qu'est-ce qui se passe? On entre dans le fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, ça vous dit quelque chose? Victime, bourreau, sauveur. Et regardez ce qui s'est passé dans la société. Les victimes, les bourreaux, les sauveurs, etc. Ça a tourné à fond. Et ça continue d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a ces clivages dans les familles, dans les couples, entre amis, etc. On a activé ça. On n'arrête pas d'activer ça. On n'arrête pas d'activer ça. Et maintenant, on l'active en faisant que les enfants ne savent même plus comment ils s'appellent. À terme. Voilà, je suis désolé de plomber un peu l'ambiance. Hein. Quelques notions concernant le développement sexuel. On va aller un petit peu sur le développement sain. Il y a des jeux différentiels entre les deux sexes. Les garçons, quand on les laisse faire,
Ils ont un intérêt pour les constructions en hauteur, les pistolets, les armes, les trucs, les objets phalliques, on peut appeler. Qu'on le veuille ou non, ils ont fait des expériences à essayer de donner aux garçons des poupées, aux filles des camions, etc. Ben les filles, à la limite, berçaient les camions et les garçons désossaient les poupées pour en faire des armes ou des balances. Ça a été fait. Il y a une tendance comme ça. Les garçons, si vous voulez, ça c'est l'aspect hormonal, ils ont un peu plus de testostérone, ils sont intéressés par d'autres choses et ils construisent des objets, on peut l'observer. Alors bon, il y a plus de compétitivité physique. Moi je me rappelle mes deux garçons, 3 ans et demi, 2 ans, ils ont passé leurs vacances en Haïti à se construire en Lego des pistolets, des mitraillettes et ils étaient les chefs candardistes. Je peux vous dire, je n'aurais pas passé des films de guerre. Alors c'est à la crèche qu'ils ont appris ça, mais n'empêche qu'ils ont investi ça. Il y avait des armes et des armes à la maison. Ma fille a porté pendant une journée une épée à la ceinture, puis après, fini. Alors que eux, c'était tout le temps avec ça. Et il y avait aussi des poupées et poussettes. Alors à qui courait le plus vite avec la poupée? Mais c'était pas du tout pour la déshabiller, la bercer, etc. C'est vraiment des différences. C'est des différences. Et puis les luttes au corps à corps. On avait qui était le premier dans la classe, qui avait mis tout le monde par terre. Alors on avait chaque jour oui. Et puis chez les filles, c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez des jeux que vous avez faits dans les cours de récréation? Les filles jouent à des jeux que les garçons ne jouent pas. Intérêt pour les jeux symboliques, bon, collaboration, échange, les bébés-filles babolent plus, et les mères les tiennent plus en face à face, les garçons plus au corps à corps. Et puis regardez ça vous dit quelque chose? Activité corporelle impliquant des ébranlements internes personnels. Saut à la corde, élastique, marelle, danse, balançoire. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi les femmes adorent danser, puis nous, oui, si on peut les prendre un peu contre soi, puis qu'on sait un peu s'y prendre, bon, oui, ça peut être intéressant. Mais sinon, autant faire un footing. Mais les femmes, vous adorez danser. Pourquoi? Certaines décrivent que ça fait des petites chaleurs. Ça fait du bien. La sexualité des femmes infiltre un peu tout leur être. Elles sautent, pouf, pouf, elles ne le savent pas. Mais ça fait du bien. Elles adorent ça. Hein? Pas toutes, mais on voit ça majoritairement quand même dans les cours de création. Bon, voilà. Take home message. J'arrive au bout. Michel, j'espère que ça joue. J'ai pas regardé l'heure. Chez l'être humain, la sexualité, le sentiment d'appartenir à son sexe biologique, j'ai rajouté la marche, le langage, et puis vous pouvez en rajouter, s'apprennent, se développent. Ça n'est pas inné. Ça n'est pas inné. Il s'agit, à mon avis, d'éléments de la culture profonde de chaque société. Ça veut dire que on gagne à soutenir le développement. Les parents soutiennent par les doigts, les enfants pour leur marche, font « Oh, il a dit papa, papa. T'as vu? Il a dit papa, papa. » On soutient l'enfant dans l'apprentissage à la parole. Bon, le soutenir dans son sentiment d'appartenance à son sexe biologique. Non, tu es un garçon, tu es un zizi. Tu es un zizi, tu es un garçon. Non, tu peux penser que tu pourrais être une fille, mais non. C'est pas comme ça, c'est pas possible. Tu es un garçon. La sexualité, bon, ben ça, jugement outillé. Vous avez vu dans les cours de récréation, il y a des marelles, il y a des balançoires. Il y a des possibilités de jeu pour les garçons. On fabrique quand même des trucs en plastique, des épées, des machins, des Lego qu'ils peuvent consommer. Il y a des trucs qui se mettent en place. Et puis, si on pouvait, à l'adolescence, aux jeunes adultes, leur présenter des films ou un support ou les soutenir par l'éducation sexuelle réelle, c'est-à-dire à une vraie sexualité, si on pouvait leur apprendre à faire l'amour, bon, tant mieux, il y aurait peut-être moins de divorces, il y aurait moins de malheureux, c'est possible. Mais disons, en tout cas, mon message principal, c'est que c'est pas à faire avec les grands sabots de gens qui se sont biberonnés à des gens qui étaient essentiellement pédophiles que de le faire.
Et c'est pas parce qu'on pense que c'est bien, c'est pas parce qu'on pense que, ah oui, on fait quelque chose d'important que c'est bien. Je pense qu'on devrait beaucoup plus réguler la présentation des films porno et l'accès aux films porno sur Internet, et que là, on ferait une action importante. Mais c'est un petit peu comme pour la drogue, hein. On dit qu'on fait des trucs, mais ça circule. On se fout de notre gueule. Encore une fois, on se fout de notre gueule. Hein. Excusez-moi pour le langage peu châtié. Mais... Et puis, je pense observer ces dernières années l'aboutissement de quelque chose qui trouve ses racines vraiment de manière très ancienne. C'est-à-dire que ça fait 30 ans bientôt que je suis en sexologie. Je m'occupe depuis lors de problèmes d'identité sexuelle, de développement sexuel. Et ça a été un de mes grands centres d'intérêt que notamment l'identité sexuelle. Eh bien, je me suis trouvé confronté vraiment à l'impossibilité de faire passer un discours autre, à l'époque déjà, que le discours officiel qui était que pour traiter les transsexuels, c'est l'hormonochirurgie. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Et je pense que malheureusement, il y avait déjà un agenda. Je ne peux pas l'imaginer autrement. Alors, je suis un peu persécuté, je suis parano. Ça n'étonnera pas certains. Puis peut-être que j'ai raison, peut-être que oui, il y a des gens qui ont depuis un moment, en tout cas dans mon domaine, et puis je pense que dans d'autres domaines aussi, un agenda qui vise à une déstructuration de nos sociétés, qui vise à nous distraire aussi des sujets importants. Ça veut dire que le sujet important, c'est que notre économie, elle va à volo. Elle est en train de se casser la gueule. Elle est en train de se casser la gueule. Nous sommes de plus en plus à pédaler comme des hamsters dans notre roue, à essayer de gagner notre vie, à survivre avec ce qu'on nous laisse à disposition. Et ça devient de plus en plus dur, ça devient de plus en plus dur. Et puis, vous avez des distracteurs, vous avez des trucs, ah mais si tu te sens malheureux, c'est parce que la société t'opprime. C'est parce que la société ci, la société ça. Et je pense que ça fait partie de grands distracteurs aussi que ces questions d'homosexualité, d'oppression par les hommes. On donne aux gens qu'on stresse, on donne le bourreau. C'est la société, c'est ton mari, c'est tes parents. Il faut t'en méfier. Je pense que beaucoup d'enfants dans nos écoles, pour voir ce qui s'est passé avec les miens, sont probablement, d'une certaine manière ou d'une autre, embrigadés à douter, et surtout douter de l'autorité. Non pas les politiques, non, les parents. Les parents. Et je vais donc terminer là-dessus. Je pense que l'avenir proche devrait aider à clarifier tout ça. Je formule un espoir. Je prie beaucoup pour ça. Oui, j'ai le défaut d'être croyant. Bon, c'est comme ça, personne n'est parfait. Et il m'apparaît très important d'agir afin de protéger nos enfants. Oui, la société future. Nos enfants, c'est la société future. Si on veut que l'humanité ait un avenir, je crois qu'il faut vraiment protéger nos enfants. Voilà.